La parole est maintenant à Didier Deschamps pour la communication de la liste. Merci Philippe. Donc la liste de 23 joueurs pour les matchs France-Brésil du 26 mars et France-Danemark du 29 mars. Gardien de but, Hugo Lloris, Steve Mananda, Stéphane Ruffier. Défenseur, Patrice Evra, Christophe Jallet, Laurent Koscielny, Bakary Sagna, Mamadou Sakho, Benoît Tremoulinas, Raphaël Varane, Kurt Zouma. Milieu de terrain, Maxime Gonalon, Geoffrey Kondogbia, Blaise Matuidi, Dimitri Payet, Morgan Schneiderlin, Moussa Sissoko. Attaquant, Karim Benzema, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette et Mathieu Valbuena. Voilà, vous connaissez les noms. Qui veut poser la première question? Et les prénoms, j'aurais dû commencer par là. Qui veut poser la première question à Didier? Oui, Cyril Lamorinerie, Europe 1, au fond, le micro s'il vous plaît. Bonjour Didier. Bonjour. C'était très attendu, l'arrivée éventuelle de Nabil Fekir en équipe de France. Ah oui. Il avait hésité apparemment avec l'Algérie. Apparemment. Ouais. Alors pourquoi vous l'avez appelé et quel contact vous avez pu avoir avec lui? Voilà, vous me posez beaucoup de questions. Je l'ai appelé, je l'ai sélectionné, surtout c'est ça qui compte, parce que j'estime que c'est un joueur qui a un gros potentiel, qui est dans un registre différent des joueurs dont je dispose en équipe de France. Donc c'est pour ça qu'il est sélectionné pour ces deux matchs. Henri Ignacia, l'équipe 21. Je vais essayer d'en obtenir un petit peu plus malgré tout sur le cas de Nabil. On peut essayer. Est-ce qu'à un moment, tout le bruit qu'il y a eu autour vous a agacé? Est-ce que vous êtes senti obligé de le prendre pour pas louper le coup? Est-ce qu'il y a eu aussi ce genre de réflexion-là? Le bruit, d'où il vient après Est-ce que Nabil a subi ça? Certainement un petit peu. Après, pour être clair, parce qu'il y a eu un peu tout et n'importe quoi qui ont été dit, alors je vais repréciser un petit peu ce que j'ai déjà dû dire plusieurs fois en conférence de presse depuis que je suis sélectionneur de l'équipe de France. Les discussions que je peux avoir avec les joueurs, quels qu'ils soient, je n'ai pas à en parler publiquement. Mais j'ai toujours laissé la liberté aux joueurs de pouvoir s'exprimer. C'est valable pour Nabil comme ça a été valable pour des cas précédents ou des cas futurs. Donc il y a eu évidemment une campagne médiatique où ça a créé le buzz, comme vous dites, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. À aucun moment, pour ceux qui me connaissent bien, ça peut avoir une influence sur moi. Si j'ai décidé de sélectionner Nabil aujourd'hui avec l'équipe de France, c'est parce que je considère qu'il peut nous apporter quelque chose de différent par rapport aux joueurs qui sont venus jusqu'à maintenant. Sans oublier que c'est encore un jeune joueur qui fait sa première saison à l'Olympique Lyonnais où il est très performant parce qu'il marque des buts et il en fait marquer. Ça demande de confirmation, mais c'était important pour moi qu'il puisse rejoindre le groupe équipe de France. Et c'est simplement dans ce but-là et non pas pour l'empêcher de faire un autre choix. Grégory Novak, Canal+. Bonjour Didier. Bonjour. Est-ce que, en dehors justement de tout ce qui est buzz, quand on est dans le cas de Nabil Fekir ou des joueurs dits binationaux, il y a un travail qui est fait en amont de votre part? Est-ce que c'est le rôle du sélectionneur aussi de parler avec ces joueurs-là, en dehors du buzz, ou est-ce que là, sur le cas de Fekir et peut-être dans d'autres cas, tout se fait dans l'urgence justement? Est-ce que vous avez des échanges avec ces joueurs-là pour leur dire que l'équipe de France pense à eux? Là, je vais me contredire sur ce que je viens de dire. Comme j'ai dit que je ne parlais pas des échanges que j'avais avec les joueurs, je ne vais pas maintenant répondre à la question, mais évidemment que je discute avec eux, pas spécialement les binationaux. Après, je vois l'intérêt de l'équipe de France.
Et si j'estime qu'un joueur a quelque chose qui peut être intéressant dans le présent et dans le futur pour l'équipe de France, ben évidemment que je fais les démarches nécessaires. Et puis j'ai un président, j'ai la fédération, voilà. Après, ce qui n'empêche que pas les joueurs dits binationaux d'avoir toujours une liberté de choix. Mais c'est le buzz médiatique qui a donné cette impression d'urgence sur le cas Fekir. Ah ben je sais pas, les impressions, vous savez, vos impressions, c'est pas forcément les miennes. Vous pouvez dire, écrire ce que vous voulez. Ça peut être celle du grand public en tout cas. Je sais pas, sincèrement. Après, il y a tellement de choses qui ont été dites et écrites, je lis pas tout, j'écoute pas tout, et heureusement. Après, j'ai ma propre conviction, et puis je fais en sorte d'aller au bout par rapport aux idées que j'ai. Après, libre à vous d'écrire, de dire, d'interpréter, d'avoir des impressions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité, et c'est la réalité du terrain. Et aujourd'hui, la réalité du terrain m'a fait sélectionner Nabil, parce que je considère que c'est un joueur qui est dans un registre différent, je le répète, et qui a vraiment un potentiel très intéressant. Dominique Sévrac, Le Parisien. Didier, bonjour. Bonjour. Ce registre différent qu'offre Fekir, est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous l'imaginez comment? Comme un deuxième attaquant, comme un 9,5, comme un joueur de côté, comme un 10? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce registre? On va passer beaucoup de temps. Non, mais déjà, c'est dans ses caractéristiques propres, à savoir que c'est un joueur sur ses prises de balle, il a une force, un pouvoir d'accélération, de percussion. Il est très adroit avec le ballon, puisqu'il marque des buts, il en fait marquer. Après, la deuxième question, c'est le positionnement. Aujourd'hui, il joue dans un système à Lyon où il est surtout utilisé dans une doublette d'attaquants. Même s'il est amené à aller sur les côtés, il a des fois joué un peu dessous l'attaquant aussi, comme le dernier match à Marseille où il était pratiquement positionné après la sortie de Guézal en meneur de jeu. Voilà, il a une palette assez diversifiée. Après, il n'est pas fixe à un seul poste. Il peut être utilisé dans différents postes. À lui aussi peut-être d'élargir un petit peu ce registre. Et parce qu'aujourd'hui, Lyon joue surtout, et vous le savez, dans un système en losange avec 2 attaquants. Il y a peu d'équipes qui jouent comme ça. Donc dans ce registre, il se sent bien, mais il est capable d'évoluer dans d'autres positions aussi. D'autres questions? Oui. Il y a du Henri soleil. Glacia, équipe 21. Oui, le soleil. Henri Glacia, l'équipe 21. Ici. Merci. Didier, en dehors de Nabil Fekir, certains reviennent. Ça arrive, oui, parce ça qu'ils arrive. étaient peut-être blessés aussi ou pas Et en d'autres forme. profitent, entre guillemets, de l'absence de certains. C'est le cas au milieu de terrain pour Maxime Gonalon et Geoffrey Kondogbia, qui peut-être profitent des absences de Pogba et Cabaye, naturellement. C'est un peu lié aussi, oui. Et que pour eux, par exemple, sur ce genre de stage, sachant que ces 2 historiques qui ne sont pas là, c'est quoi leur mission sur ce genre de petit séjour? C'est un groupe. Le groupe, il ne se limite pas à 23 joueurs. Il y en a qui sont venus, il y en a qui peuvent ne plus venir. Plus ils reviennent régulièrement, mieux c'est. Mais que ça soit Max Gonalon, il a été assez fréquemment avec nous quand même. Geoffrey, ça fait un petit moment, mais il est très performant aussi avec l'AS Monaco. Donc c'est à eux par rapport au temps de jeu qu'ils auront, de pouvoir s'exprimer, toujours avec cet objectif qui est le nôtre pour l'Euro 2016. On a 2 matchs très rapprochés, 2 gros matchs à jouer, donc chaque joueur doit profiter du temps de jeu qu'il a pour pouvoir s'exprimer du mieux possible. Dominique Sévrac, Le Parisien. Didier, si je ne me trompe pas, la dernière fois à Rennes et à Marseille, on avait Kurzawa et Digne comme arrière-gauche. Visiblement, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, oui, je vous le confirme. C'est plutôt Tremoulinas qui revient. Oui, Pourquoi qui était déjà prévu. La dernière fois à Rennes et à Marseille? Tout à fait, mais il s'est blessé au pied le match juste avant. Non, c'est juste une précision. Est-ce à dire que Digne et Kurzawa ne vous ont pas donné satisfaction? Non, c'est pas que ça. Après, il y a Patrice Evra qui n'était pas disponible non plus, donc il revient là lui aussi, qui a une plus grande expérience. Après, c'est des choix par rapport, oui, évidemment. Ce qui reste le critère numéro 1, c'est quand même
la performance qu'ils ont dans leur club. Et si j'ai choisi Benoît Tremoulinas, c'est parce qu'il était prévu sur le dernier rassemblement au mois de novembre et que j'ai envie de le revoir, ce qui élimine pas Lucas Digne ou Levin Kurzawa. Mais bon, il y a de la concurrence aussi. À eux, c'est une remise en question aussi. Ils doivent l'avoir dans leur club. Mais c'est pas une sanction. C'est surtout le fait qu'ils ont à faire encore plus pour être encore plus performants. Mohamed Ali, France O. Bonjour Didier. Bonjour. Moi je vais continuer sur Benoît Tremoulinas. Alors, où est le grand public l'avait perdu de vue? Pas vous. Ah mais nous, avec mon staff, on les perd pas de vue. Si on se limite au championnat de Ligue 1, vous voyez tous les matchs. Nous, on a toutes les chaînes de télé, donc on voit tous les matchs. Même certains qui sont assez lointains, donc on a une bonne cinquantaine de joueurs qu'on suit régulièrement tous les week-ends. Un sur les performances individuelles, le temps de jeu, les blessures. On fait en sorte, et Benoît a toujours fait partie des présélectionnés depuis de longue date, quoi. Donc il y en a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, qui auraient pu y être, qui seront peut-être sur le prochain rendez-vous au mois de juin. Donc nous faisons en sorte avec mon staff d'avoir une vision globale sur un grand nombre de joueurs. Une autre question concernant Alexandre Lacazette qui fait un très bonne saison. Pour un match face au Danemark et face au Brésil, c'est un joueur qui trouvera sa place pleinement dans ce genre de confrontation? C'est-à-dire pleinement? Je sais pas, pleinement. Mais il est dans une liste de 23, donc il est susceptible, comme il est venu, il était là pour les derniers rassemblements, d'avoir du temps de jeu. Après, ne me demandez pas aujourd'hui s'il va jouer les 2 matchs entiers, s'il va en jouer un, s'il va rentrer dans l'autre. Voilà, chaque joueur, les 23 sont susceptibles d'être disponibles et de jouer les 2 rencontres. Ils ne les joueront pas tous en entier, bien évidemment, du fait d'avoir 2 matchs très rapprochés, puisqu'on joue jeudi et dimanche, et puis c'est dans une période où les joueurs sont extrêmement sollicités aussi avec leur club. Ils sortent d'une période de match avec une fréquence très élevée, des matchs en jeu, parce qu'on se rapproche de la fin de la saison avec des objectifs à atteindre, et au lendemain de cette double confrontation avec le Brésil et le Danemark, évidemment qu'il y aura des objectifs dans leur club aussi qui seront importants. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont blessés, vous le savez. C'est faire en sorte aussi de pouvoir gérer le temps de jeu. Et puis, je suis dans la même optique qu'en septembre, lorsqu'on a commencé ces matchs amicaux, entre guillemets. C'est encore le temps de donner du temps de jeu au maximum de joueurs possible. Jérôme Milagou, RTL. Bonjour Didier. Bonjour. Paul Pogba est sorti en larmes hier. Est-ce que tu as eu le temps de l'avoir au téléphone et en quoi son absence... Je peux pas le dire ça. Il faut lui demander. D'accord. Et en quoi son absence est préjudiciable à l'équipe de France dans l'absolu et à ce stade de la saison? C'est toujours embêtant pour le joueur lui-même. Paul, c'est la première blessure musculaire qu'il a, donc c'est nouveau pour lui. Ça peut arriver, même s'il est jeune et en pleine possession de ses moyens. Il enchaîne énormément de matchs. Les saisons aussi, où il n'a pas eu toujours des vacances, vraiment vacances aussi. Donc son corps a eu besoin de souffler. Donc je ne sais pas encore la longueur de son indisponibilité. C'est un problème musculaire, un ischio. Donc il va passer des examens aujourd'hui, je pense. Donc vous en saurez un peu plus. Mais bon, il ne sera pas disponible pour ces 2 prochains matchs. Évidemment que j'aurais préféré avoir Paul avec nous. Il n'est pas là, ça peut arriver aussi. L'important, c'est que tous les joueurs susceptibles d'être sélectionnés pour l'Euro 2016 soient en pleine possession de ses moyens. Aujourd'hui, c'est toujours embêtant d'être blessé. Ce n'est pas une très grave blessure, mais il y aura d'autres joueurs qui seront là et qui auront la possibilité d'avoir du temps de jeu aussi. Rodolphe Gaudin, France Télévisions. Didier, bonjour. Bonjour. Didier, par rapport à Nabil Fekir, qui va découvrir l'équipe de France, et peut-être, ou c'est certainement très bien, mais est-ce que par rapport au reste du groupe, ça pose quand même un problème de conscience de sélectionner un joueur qui avait fait le choix, entre guillemets, du cœur, comme il l'a dit, de l'Algérie,
et qui par intérêt, je remets des guillemets, a choisi l'équipe de France par rapport au reste des joueurs sélectionnés ou pas, est-ce que ça te pose un problème de conscience? Non, mais là, tu es en train de me créer un débat basé sur un faux débat. Il paraît, entre guillemets... Non, il paraît, j'ai mis les guillemets de ce qu'il a dit. Non, ce qu'il a dit, ou ce qui a été écrit ou prononcé. Voilà. Aujourd'hui, Nabil, et c'est clair, il l'a dit, là, tu peux enlever les guillemets, il a choisi l'équipe de France. Point. Il n'y a que ça à retenir. Par? Ah, il n'a pas dit ça, non. Ah non. Après, si vous reprenez tout ce qui est dit à droite et à gauche, non. Il y a ce que dit Nabil, ce qui peut être après commenté, interprété. De toute façon, quand on choisit une sélection, quelle qu'elle soit, c'est par intérêt, hein, forcément. Hein. On n'y vient pas comme ça, voilà. Mais son choix, il est ferme et définitif. Il a été clair, même si dans l'absolu, les règlements l'autorisent à avoir une liberté de choix quand même. Mais sa position est très claire. L'équipe 21, Henri Ignatia. Didier, c'est une question un petit peu en marge de l'équipe de France, mais plus sur les derniers jours dans le football français, avec les caméras qui ont traîné. Ah oui, ça arrive ça? Ça arrive apparemment, et des séquences qui donc entraînent parfois des grosses polémiques. On vous voit parfois pendant les matchs discuter la main devant la bouche. Je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui font ça aussi. Exactement. J'ai déposé Depuis 2000, c'est moi qui ai le brevet. Ça me rapporte beaucoup d'argent. Ça doit être efficace. Et voilà, le pourquoi du comment. Non, pas le pourquoi du comment, c'est est-ce que ce devoir d'exemplarité qu'on demande aux sportifs de haut niveau est trop important, ou est-ce que il faut être formé à savoir se taire? Oh là, vaste débat. Le devoir d'exemplarité, il doit y être de toute façon. Après, il faut s'adapter aux circonstances qu'il y a aussi. Je ne vais pas faire le vieux combattant aujourd'hui, il y a des présences de caméras, de micros qui sont un peu plus importantes, un peu plus partout, des images qui ressortent, voilà. Mais à partir du moment où je vis en me disant que tout se sait, voilà, si on se lève le matin, on dit quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, tout se sait. À partir de là, il faut être vigilant, mais ça ne veut pas dire que personne n'a droit à l'erreur. Après, il y a les circonstances, si c'est à chaud, si c'est dans un match, voilà, mais c'est souhaitable qu'il y ait une maîtrise de la part de tout le monde, mais c'est pas toujours le cas. Pour votre plus grand bonheur d'ailleurs, puisque ça permet d'alimenter et créer des débats. Dominique Sévrac, le Parisien. Didier, un mot sur votre charnière titulaire au Brésil, Sakho et Varane. Ils sont là. C'est la politique de la main tendue, c'est la politique de la continuité. Alors qu'ils sont un petit peu en difficulté dans leur club. Qui? Sakho et Varane, à Liverpool et au Real. Tout dépend ce qu'on peut dire difficulté, quoi. Raphaël a joué énormément de matchs. Moi, je ne me contente pas de lire les commentaires ou les articles. Je regarde tous les matchs. Donc après, il peut avoir une période où il est un peu moins bien. Ça dépend aussi de la forme de son équipe. Voilà. Après, la valeur de Raphaël et de Mamadou, elle est la même que celle quand ils étaient avec nous au Brésil. Mamadou a été blessé. Il est revenu et quand il revient, il est de nouveau compétitif. Bon, c'est pas l'expression la main tendue. Il y a le niveau de forme du moment. Le plus important, c'est le potentiel du joueur. Mais après, sur une saison de 10 mois, voire plus, ils ne peuvent pas être à 100% sur toute la période. Et je le répète, c'est lié aussi aux résultats de l'équipe, du collectif. Il y a des périodes un peu plus difficiles et forcément, les joueurs la ressentent plus ou moins. Raphaël Raymond, l'équipe. Didier, t'évoquais tout à l'heure les échéances importantes qui attendent tes joueurs, notamment en Ligue des Champions pour certains ou dans les championnats. C'est pas un petit peu frustrant quand on est sélectionneur, qu'on n'a que des matchs amicaux, de préparer un France-Brésil en ayant quand même quelque part en tête d'autres échéances qui ne te concernent pas directement? Je ne l'aurais pas en tête pour France-Brésil.
La problématique aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas que des matchs amicaux, c'est des matchs internationaux. C'est que la période de stage est de plus en plus courte, puisque là, on se retrouve dans une configuration de jouer jeudi et dimanche, avec une bonne majorité de joueurs qui arriveront tous lundi midi, mais ayant joué le dimanche. Donc en ayant joué le dimanche, lundi, mardi, c'est des périodes de récupération, et mercredi, on est veille du match. Donc c'est très rapide, mais ça ne va pas conditionner mes choix pour choisir les joueurs qui vont débuter contre le Brésil. Après, en revanche, la proximité d'avoir 3 jours entre le premier match et le deuxième, forcément, ça rentre en ligne de compte. Mais ça part aussi de ma volonté, depuis le début de cette période de matchs amicaux, de pouvoir donner du temps de jeu. Et c'est encore la période. Ne me demandez pas quand elle s'arrêtera, mais forcément, quand on va se rapprocher de l'Euro, j'aurai une position un peu plus différente. Là, c'est important de donner du temps de jeu, d'essayer de nouvelles associations, d'incorporer de nouveaux joueurs, de faire de nouveaux systèmes aussi pour avoir le maximum d'informations avant d'être justement en plein dans la compétition. Dominique Sévrac. Didier, un PSG Monaco en quart de finale de Ligue des Champions, vous aimeriez ou pas? Moi, après tout... je ne sais pas si eux, ils aimeraient. Ça donne la possibilité, évidemment, d'être sûr d'avoir un club français en demi-finale. Maintenant, je pense que l'un et l'autre, ils préféreraient ne pas se rencontrer, quoi. Jérôme Milagou, RTL. Didier, la FIFA, dans les heures qui viennent, va entériner le principe d'une Coupe du Monde en hiver, puisque tu seras peut-être le sélectionneur encore en 2022. Pourquoi ce sourire? Parce que rien n'est fait. 2022, tu confirmes que rien n'est fait pour l'instant. On va penser à 2016 déjà. Oui. Est-ce que sur le principe, c'est quelque chose auquel tu es favorable? De toute façon, c'est comme ça. C'est eux qui décident, donc qu'est-ce qu'on peut y faire? Après, je suis pas rentré dans une étude approfondie de savoir est-ce qu'il est possible de jouer la Coupe du Monde 2022 en juin, en juillet. Je ne me suis pas penché dessus. Après, il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont aptes à juger de cette faisabilité ou pas. Et si c'est estimé que non, ben forcément, il faudra trouver une autre solution. Et la solution de jouer dans la période hivernale en ce qui nous concerne. Mohamed Ali, France O. Bonjour. Alors une question sur la demande d'adhésion de la Ligue de la Martinique qui demande à intégrer la FIFA. Et donc une requête qui va être étudiée à la fin du mois de mai. Alors je vais savoir votre position là-dessus. Waouh. Une équipe de Martinique qui pourrait se retrouver en Coupe du Monde, par exemple, un peu comme Tahiti en Coupe des Confédérations. C'est un département d'outre-mer français, donc je ne sais pas, après les règlements, après tout, s'il y a la demande, je n'ai pas d'avis, sincèrement. Je la prends là, vous me la prenez, donc je ne sais pas quoi vous répondre exactement, mais s'ils font la demande, c'est qu'ils la trouvent légitime, après, aux instances de prendre leur décision. Simplement ajouter que ça semble légitime que, comme d'autres territoires éloignés, ils disputent des compétitions plus proches de leur lieu de résidence. De là à être un membre constitutif de la FIFA, ça semble être exclu en l'état actuel des choses. Bien. Merci de cette précision, Philippe. Ah. Qui est conseiller auprès des grandes instances internationales. Donc on posera la question à M. Noël Le Graët également. Alors, une question sur Dimitri Payet. Tout à l'heure, on parlait des polémiques. Il n'y a pas de polémique. Alors, sur le joueur. Il n'y a pas de polémique. Justement, sur le terrain, il n'y a pas de polémique. Ben non, autrement, il ne serait pas là. Y a-t-il d'autres questions pour Didier? Pas plus? Pas plus. Ben, s'il est là, c'est que j'estime qu'il est performant sur le terrain. Autrement, je ne l'aurais pas sélectionné. Vous savez tout, vous n'avez plus de curiosité. Cyril Lamorinerie, Europe 1, au fond à gauche, s'il vous plaît. C'est la dernière question en général. Philippe Tournon, êtes-vous candidat à la présidence de la Fédération française de football? C'était candidat. Je vais traduire, il a parlé en anglais. Est-ce que tu es candidat à la présidence de la Fédération française
En 2016, je pense que c'est ça les procédures. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. J'ai ma carrière à faire avant, j'y penserai le moment venu. T'as bien écouté notre président. Hein. Attention à ceux qui se prononcent trop tôt. Hein. Pas sortir du bois trop tôt. D'autres questions ou on a terminé? Sans regret. Ah. Oui, Jérôme Milagou, petite dernière pour la route. Ah. Quelque chose qui lui est revenu à l'esprit. Non, rien, juste sur l'absence de Joshua Guilavogui. C'est parce qu'il revient de blessure et que tu estimes qu'il lui faut encore un petit peu de temps ou c'est Il y a pour beaucoup d'absences. Tous ceux qui ne sont pas là sont absents. Oui, lui, il est plus blessé, il est plutôt performant avec son club. Ou c'est pour stimuler, comme tu le disais tout à l'heure, la concurrence au milieu de terrain? C'est un choix, on l'a vu. C'est vrai qu'il a eu une longue période de blessure, mais il fait partie aussi de ce groupe de joueurs qui peuvent venir, d'autres qui peuvent venir à sa place aussi, mais on le suit attentivement aussi. Ok, merci Didier, merci au Merci Crédit Agricole pour son accueil. Merci.